Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre. Collection dirigée par Bruno Pequigno. L'objectif de cette collection pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Pequigno, Denis Rolland. Dernière parution. Constance Ocot, Analyse quantitative des données bivariées en sciences sociales. Les mesures de la liaison entre deux phénomènes sociaux, technique, protocole, interprétation et graphique, 2020. Xavier Bollot, Le corps vivant. Une approche scientifique de l'intelligence, de l'émotion et de la conscience, 2020. Claude Fagnen, Les origines du calendrier, 2020. Dominique Barra, Pourquoi la médiation ? Des réponses à vos interrogations, 2020. Hervé Roland, Des cultures et des entreprises. Une étude France-Québec, 2020. Giscard Kevin DESSINGA, Comment se pose le problème métaphysique aujourd'hui ? Des origines à la crise postmoderne de la pensée, 2020. Fabien Moustard et Florent Leduc, Nos liens au monde, Penser la complexité, 2020. Nicole Peruissetfache, Sacrifices humains, une histoire de la prédation sociale, essai anthropologique, 2019. Introduction. Les conditions matérielles au sein de l'entreprise n'ont jamais été aussi bonnes, et pourtant le mal-être y est fortement présent. Il suffit de passer en revue toute la littérature des sciences sociales qui traite de ce sujet, mais également d'entendre les témoignages dans la vie quotidienne de ceux qui nous entourent sur leur vie professionnelle pour en être convaincus. Les tensions ont toujours été présentes dans le monde de l'entreprise, mais elles sont devenues plus silencieuses du fait de relations ambivalentes avec la hiérarchie qui souffle le chaud et le froid, et exerce des contraintes sous une convivialité affichée propre au management moderne. Les relations sont devenues plus difficilement lisibles pour l'individu, qui peut ainsi avoir du mal à se positionner dans ses rapports avec son ou ses managers. Nous avons voulu, à travers notre démarche, comprendre d'où provenaient ces tensions et l'homéostasie de ces dysfonctionnements dans le système que représente l'entreprise malgré des discours affichés de participation et de convivialité. Nous avons ensuite tenté de mettre en pratique cette réflexion qui s'est transformée au fil du temps, en une philosophie de l'entreprise. Notre réflexion s'est donc construite sur l'expérience et l'expérimentation dont nous pouvons dire un mot, afin d'en préciser le contexte. Il s'agit d'une réflexion inductive qui vise à formaliser une expérimentation qui s'est déroulée au fil de l'eau, sur plusieurs années au sein d'une PME composée de 5 établissements. Il s'agit d'une PME comme beaucoup d'autres, soumise aux aléas d'un marché et confrontée à un environnement concurrentiel relativement intense, dont l'histoire a été faite de hauts et de bas. Les bas ont été liés à la baisse relativement forte de ce marché qui a vu disparaître plusieurs structures concurrentes suite à la crise de 2008, et au fait que les concurrents les plus directs et importants aient été des filiales de groupes, ce qui leur a permis de tenir des positions par des pratiques de prix de vente en acceptant des pertes de l'ordre de 15% pour l'un à 30% pour un autre de leur chiffre d'affaires et ce sur une longue période. Les produits fabriqués étant totalement banalisés, il était difficile d'afficher des prix trop éloignés de ce que eux-mêmes affichaient quand bien même les niveaux de perte indiqués ci-dessus ne laissaient pas beaucoup de doute sur le fait qu'il s'agissait de vente à perte. Cette précision a pour but de montrer que cette expérimentation s'est réalisée dans un contexte concurrentiel extrêmement dur. Il est probable que cette période de tension ait pu induire une idée de changement organisationnel, ayant conduit à un nouveau modèle, même si ce changement n'a donné lieu à aucun départ du fait de l'entreprise. En tout état de cause, si quelques années plus tard,
l'entreprise a généré une rentabilité croissante et particulièrement élevée avec une marge opérationnelle de 14%, alors même que ses concurrents continuaient d'afficher des pertes abyssales. Le modèle de l'entreprise mature qui s'est progressivement mis en place y aura été sans aucun doute pour beaucoup. Cela nous donne ainsi une certaine légitimité, nous semble-t-il, non pas à prétendre à une quelconque vérité, nous n'y croyons pas, mais à partager une expérience et une pensée qui, de notre point de vue, ont produit des effets vertueux aussi bien sur les individus que sur l'entreprise. Loin de nous l'idée de vouloir moraliser sur les pratiques actuelles. Il suffit de ne pas comprendre pour moraliser, nous rappelle Deleuze. Le monde de l'entreprise est fatigué de tous ces bien-pensants qui expliquent l'absurdité de ce qui est observé dans la conduite des entreprises, tout en expliquant qu'ils n'ont aucune expérience pratique en la matière et qu'ils n'ont donc jamais mis à l'épreuve les modèles qu'ils prônent. Einstein ne disait-il pas que la connaissance sans expérience ne restait que de l'information ? Notre démarche ne s'inscrit en aucun cas dans une quelconque critique du réel. Nietzsche nous rappelle que la seule négation qui vaille, c'est pour une affirmation plus forte. Nous considérons que les fonctionnements actuels sont un héritage et une conséquence des divers mécanismes sociaux en vigueur. Si la position sociale valorisée par la société est corrélée à une position hiérarchique, il semble logique qu'un individu aspire à occuper une position élevée pour son bien et celui des siens. Il n'a pas à assumer les règles. L'expérience nous montre d'ailleurs qu'il ne les remet pas en cause, qui lui ont été données pour tenter de vivre une vie telle qu'elle est valorisée par le monde social. Il puisera dans sa puissance d'agir pour y parvenir, même si cela peut parfois aller dans le sens de la diminution de la puissance d'agir des autres. Il ne s'agit pas de tomber dans le jugement. Nous baignons suffisamment dans un nihilisme poisseux de par la négativité de la vie qui s'exprime dans ce qui nous entoure, mais à l'inverse de proposer une voie différente qui nous semble davantage compatible avec la quête philosophique de mieux vivre sa vie. D'ailleurs, nous pourrions bien voir dans nos propres trajectoires de nombreux contre-exemples à la philosophie de l'entreprise mature. La conduite des entreprises, bien que passionnante, est une mission difficile et parfois pesante sur laquelle il apparaît facile d'apporter des jugements lapidaires et hostiles. Nous laisserons donc le soin aux gourous du management ou autres acteurs de jeter l'opprobre sur les entrepreneurs, mais nous avons bien conscience de la difficulté de ces derniers dans ce monde actuel dont l'évolution rapide ne leur facilite pas la tâche. Si notre expérience et notre réflexion ont pris appui sur des travaux dans les domaines philosophiques, sociologiques et psychologiques, nous avons écarté ce qui se prétend des sciences du management, dont nous ne trouvons ni observation vérifiable ni raisonnement rigoureux qui pourrait lui conférer ce terme de science. Si par management, nous entendons la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs, nous ne voyons pas en quoi il s'agirait de science. La lecture des différents ouvrages censés relever de la discipline, ce terme nous apparaît plus adéquat, du management, nous apporte tout un lot de témoignages contradictoires dont les fondations nous paraissent peu solides. Ce n'est pas la pléthore de techniques recensées, dont nous imaginons la souplesse intellectuelle nécessaire pour faire corroborer des acronymes qui sonnent bien à des soi-disant méthodes efficientes, qui nous amèneront à flexibiliser notre opinion. Ces méthodes sur base d'injonctions sont à l'opposé de notre vision de l'expression de la puissance d'agir, d'un individu reposant sur la liberté de penser. Nous espérons ainsi, à travers cet ouvrage, favoriser une réflexion sur une évolution possible des pratiques. Ainsi que le précisait Saint-Saulieu il y a plus de 40 ans, l'encadrement est ainsi un des lieux sociaux où l'on vit avec le plus d'intensité l'espoir et la nécessité de l'invention de nouvelles formes d'organisation. Dans la première partie de cet ouvrage, nous allons tenter de comprendre les modes de fonctionnement actuels et leurs origines. Nous proposons pour cela de passer en revue différents concepts des sciences humaines, permettant d'en comprendre la cause. Dans une seconde partie, nous présenterons la proposition que nous formalisons ici, d'une philosophie de l'entreprise que nous avons nommée l'entreprise mature et nous exposerons les conditions nécessaires à sa mise en œuvre telle que nous la concevons. S'agissant d'une réflexion philosophique sur les modalités permettant l'expression de la puissance d'agir, celle-ci porte davantage sur le point de départ et les conditions nécessaires que sur le point d'arrivée. Nous avons voulu un ouvrage concis visant l'essentiel, permettant en une lecture rapide de donner de nouvelles perspectives dans la façon de diriger des entreprises et de susciter l'élan pour s'y engager.
Partie 1. Le fonctionnement dans l'entreprise. 1. Dogmatisme et utopie. Nul doute que le monde du travail est en attente de nouvelles pratiques. Les rapports autoritaires constatés dans l'entreprise se trouvent chaque jour davantage en décalage avec une aspiration grandissante de l'individu à l'autonomie. Nous trouvons intéressante l'émergence de diverses initiatives qui laissent entrevoir une demande différente dans le rapport à l'entreprise, liée à une évolution sociétale aspirant à davantage de liberté et d'autonomie, notamment ce concept appelé entreprise libérée. Les entreprises qui se retrouvent sous cette appellation semblent bien avoir un point commun de remise en cause d'un système hiérarchique classique. Mais remise en cause ne signifie pas suppression. Ce sujet de libération est en vogue actuellement, et un ouvrage mentionnant un certain nombre d'entreprises catégorisées entreprises libérées a été réalisé. Toutefois, les critères objectifs qui permettraient de comprendre le bien-fondé de cette catégorisation sont difficiles à percevoir. Nous y trouvons divers exemples d'entreprises dont certaines ont supprimé toute hiérarchie, mais d'autres non. Certaines ont adopté un système de managers élus et non plus nommés. D'autres ont conservé un système hiérarchique, mais sont tout de même qualifiées d'entreprises libérées sous prétexte qu'il y aurait moins de contrôle qu'ailleurs. Cet ouvrage insiste beaucoup sur des attitudes vertueuses d'abandon de signes symboliques comme la voiture de fonction ou le bureau plus grand pour le chef d'entreprise ou les managers. Ce type de préconisation sous-entendrait une orientation égalitaire, alors même qu'il est écrit que ce type d'entreprise serait bien plus performant pour la plus grande joie des actionnaires. Par ailleurs, ces promoteurs de l'entreprise libérée ne traitent pas certains points comme l'évolution du pouvoir qui serait a priori partagé avec tous les salariés. Nous croyons percevoir une promesse d'égalité, qui nous semble illusoire et dont les modalités ne sont guère explicitées. Il est posé comme postulat que l'homme est bon, sous-entendant ainsi que l'homme ferait appel à une morale pour ajuster son comportement et non à son désir. Auquel cas, de quelle morale s'agit-il ? La promesse de bonheur à travers cette démarche d'entreprise libérée n'est pas également approfondie. De quel bonheur parle-t-on ? Nous verrons que cette notion est une notion subjective. Enfin, la responsabilisation s'impose-t-elle réellement comme un idéal pour chaque salarié ? Est-ce un souhait spontané ou faut-il une socialisation spécifique pour en apprécier les caractéristiques ? Quelles en seraient alors les instances socialisatrices et les modalités de déploiement ? Tous ces points ne sont pas traités. Cette démarche qui promeut l'autonomie du salarié s'inscrirait donc dans le système capitaliste actuel comme un moyen de mieux performer financièrement, ce qui peut faire écrire par certains auteurs que cette autonomie un peu vite prise pour argent comptant par les lectures superficielles de la littérature managériale, est-elle en fait le masque d'une servitude inédite ? Cet auteur, d'une façon qui nous apparaît un peu extrême, voit dans ses attentions à vouloir aligner les désirs des salariés sur ceux du patronat jusqu'à une tendance totalitaire. Il est sûrement regrettable que ces intellectuels, dans la parfaite tradition de Marx, concentrent leur argumentation critique qui, certes, ne manque pas d'intérêt, sur une suppression de système, au lieu de proposer une alternative aboutie. La solution est peut-être davantage dans la régulation du système actuel que dans sa suppression. Il nous semble en tout cas peu satisfaisant d'imaginer attendre l'émergence d'un autre système que le système capitaliste, pour tenter d'améliorer nos pratiques. D'ailleurs, comme l'affirme Comte Sponville, peut-être que l'immoralité du capitalisme, dénoncée par beaucoup, n'est pas à rechercher dans le capitalisme lui-même, mais dans celle des hommes qui en feraient un mauvais usage. De nombreuses réflexions ont émergé au cours des années 1990 sur la nécessité de changer le mode managérial, permettant de passer de la recherche de motivation à celle de la mobilisation. Peters, auteur américain célèbre de livres sur le management, a travaillé à cette même période sur le sujet, en utilisant ce terme d'entreprise libérée, a priori jeunesse de l'expression. Cet ouvrage est un recueil de différentes expériences d'entreprises dites exemplaires, affichant des actions de confiance vis-à-vis de leurs salariés et de remise en cause du système hiérarchique. Nous retrouvons, une quinzaine d'années plus tard, ce même type d'ouvrage d'un autre auteur américain célèbre, toujours dans la discipline du management, intitulé La fin du management, qui recense des entreprises dont la caractéristique commune est d'avoir réduit le poids du management dans l'idée de faire appel à l'intelligence collective.
Il démarre son livre en parlant d'esclaves d'organisation pyramidale quasi-féodale pour les employés et de garde-chiourme pour la hiérarchie. Il tente de convaincre à travers ces exemples que la hiérarchie représente le goulot de la bouteille et que l'entreprise se passe de l'intelligence collective du fait de la posture du management. Les 3 exemples principaux de son livre, Whole Foods, Google, Gore, ce dernier qu'on retrouvera dans le livre de Carney et Goetz, sont des entreprises qui sont nées avec ces modèles organisationnels. Nous avons donc, depuis plusieurs décennies, des spécialistes du management qui prônent la révolution hiérarchique, prenant en exemple souvent les mêmes entreprises. Mais force est de constater que cela n'a pas été suivi des faits. Ces idées sont-elles finalement réalistes ? N'y voit-on pas une forme de dogmatisme ? Car le risque d'un projet d'entreprise visant à modifier les règles et à remettre en cause un système tel qu'il existe dans un objectif d'amélioration du fonctionnement est de dériver vers le dogmatisme, et ce point doit être traité sérieusement. L'invention dogmatique se définit par des croyances appuyées sur le pouvoir hiérarchique, qui imposent des usages et interdisent la critique des croyances. Comment s'assurer qu'un projet d'entreprise ne soit pas une invention dogmatique qui souhaiterait être... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.